Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir Vincent Gesser. Bonsoir. Ouais, Vincent Gesser, c'est tout d'abord un ami de longue date. Euh, Quand j'ai étudié à Aix-en-Provence, Vincent était à Aix-en-Provence aussi. On s'est retrouvés à Alep, tout à on s'est fait. retrouvés en plusieurs coins dans ce petit monde, à Tout Tunis à, aussi. Vincent, il est chargé de recherche au CNRS, Institut de recherche et d'études sur le monde arabe et musulman, IREM Aix-en-Provence. Il est président du Centre d'information et d'études sur l'immigration internationale et aussi il est dans la direction de la publication de la revue Migration Société. Et à partir de ces différents champs de réflexion, aujourd'hui nous allons traiter le sujet un peu explosif, j'allais dire, sur le terrorisme et l'immigration, instrumentalité et politique de l'émotion. Euh, Nous allons, bien entendu, en ce moment, on discute beaucoup sur les sciences sociales et avec des accusations et des ripostes. Nous n'allons pas s'attarder trop là-dessus, Hmm. mais nos réponses très scientifiques vont être dans les réflexions de Vincent Gesser sur les quelques questions qui vont lancer le débat. Et ensuite, bien entendu, notre cher public va aussi, lui, intervenir pour poser des questions à notre invité Vincent Gesser. Alors, cher ami, après l'attentat contre la basilique Notre-Dame de Nice le 29 octobre 2020, de nombreux responsables politiques ont établi une relation entre terrorisme et immigration. Cette association est-elle nouvelle? Alors justement, d'abord, permets-moi de te remercier personnellement, Salam. Tu as rappelé qu'on s'est connus il y a peut-être maintenant presque 25 ans, donc à Aix-en-Provence, qu'on s'est revus en Syrie et que finalement, au regard du contexte actuel, effectivement, c'est un passé qui ressort de manière à la fois émotionnelle et aussi dramatique, et puis qu'on a aussi été amené à réfléchir à ces questions-là avant ce qu'on appelle les printemps arabes. Merci à toutes les personnes du CAREP de m'inviter ce soir, à la fois à produire une analyse, et j'expliquerai à partir de quels matériaux, mais aussi à discuter avec vous. Et il me semble très, très important de pouvoir avoir un débat avec vous. Alors, tu m'as posé, je dirais, avant de me poser la dernière question, là, tu m'as posé une question préalable qui est le contexte actuel. Et on va voir que cette question de la relation entre immigration et terrorisme a un certain rapport avec le débat actuel, hein. Et tout à l'heure, je mettrai en évidence, j'analyserai de ce que j'appelle des phénomènes de glissement, glissement symbolique, sémantique, mais aussi glissement des politiques publiques, qui fait de l'immigré soupçonné de terrorisme, on passe très vite aux descendants d'immigrés, aux compagnons des descendants d'immigrés et aux associations qui travaillent sur les questions d'immigration, et voire même aux chercheurs et aux universitaires qui travaillent sur ces questions-là. Donc le sujet de ce soir, hein, que traite le CAREP, immigration et terrorisme, a effectivement un lien direct, pas indirect, mais bien direct, avec le débat émotionnel et passionnel. Alors, sur cette question, effectivement, est-ce que le lien entre immigration et terrorisme, ou terrorisme et immigration est quelque chose de nouveau? Non. Hein, je réponds tout de suite non. C'est quelque chose qui est inscrit d'assez longue date dans le lexique politique français et qui revient régulièrement au devant de l'actualité. D'abord, traditionnellement, c'est un thème, si je puis dire, fétiche de l'extrême droite française, l'ancien Front National, l'actuel Rassemblement National, donc est devenu Rassemblement National depuis 2018, qui a toujours associé le phénomène migratoire au phénomène terroriste. Jean-Marie Le Pen, le papa, et la fille actuelle, la présidente du Front National, associent très régulièrement ce thème. Notamment, elle a beaucoup insisté sur cela depuis les attentats de Toulouse, Montauban, commis par Mohamed Merah, en présentant Mohamed Merah pas seulement comme un descendant d'immigration, mais quelqu'un qui était le produit de cette immigration désincarnée, désintégrée, et donc pourvoyeur de terrorisme. Donc de ce point de vue-là,
le RN, effectivement, le Front National, le Rassemblement National joue sur cette thématique. Moi, par exemple, dans un contexte plus local, quel contexte marseillais, pour avoir suivi la campagne dans le cadre d'un documentaire en préparation et pour avoir suivi le candidat du Rassemblement National, le candidat local, lui établissait un lien direct. Il dénonçait à la fois les immigrés qui arrivent à Marseille, mais aussi ce qu'il appelle, et qui ne sont plus des immigrés pourtant, les immigrés des quartiers nord, qui sont pourtant plus des immigrés puisque ce sont des descendants de troisième, quatrième, voire pour certains de cinquième génération. D'autre part, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est un thème aussi qui est présent dans l'imaginaire politique français, au-delà de l'extrême droite. Hein. Je pense que ça serait trop facile pour un analyste de s'arrêter au discours de l'extrême droite et notamment du Front National et de voir qu'il a été aussi un thème qui ressurgit très périodiquement et très fréquemment aussi dans le discours des partis de droite classiques. Tout le monde se rappelle notamment des années 94, en pleine guerre civile entre guillemets algérienne, où Charles Pasqua liait directement le phénomène terroriste en Algérie et sur le sol français à l'immigration, à la présence étrangère. Et tout le monde a en mémoire, du moins les plus anciens d'entre vous, ce qu'on avait appelé l'affaire de Faux-Lambré, où un certain nombre d'acteurs musulmans qui étaient pourtant à carte de séjour régulière ont été placés dans un camp en attendant leur expulsion, y compris des imams qui étaient pourtant connus comme des animateurs pour certains du dialogue islamo-chrétien. Donc d'ailleurs, l'Église catholique est même intervenue auprès du ministère de l'Intérieur pour dire vous arrêtez des gens soupçonnés de terrorisme alors qu'ils sont connus comme des acteurs majeurs du dialogue interreligieux et plus spécifiquement du dialogue islamo-chrétien. Sur le plan historique, c'est une thématique qui a traversé toute l'histoire de France. Hein. Alors là, attention, je ne fais pas de rapprochement entre le terrorisme actuel et ce qu'on pourrait appeler le terrorisme de la résistance française, mais il faut se souvenir que le régime de Vichy a souvent lui-même relié la question du terrorisme de la résistance, donc un terrorisme des Français contre l'occupation allemande, euh, aux étrangers. Et vous avez tous en mémoire on ne l'a pas vécu, mais c'est quelque chose qui marque l'imaginaire français, l'affiche rouge dans lequel les terroristes qui sont placardés dans les murs de Paris et un peu partout en France et dénoncés comme, je dirais, les auteurs des attentats contre les forces d'occupation allemandes, qui n'étaient pas des forces d'occupation, qu'elles n'étaient pas considérées comme cela par le régime de Vichy, mais plutôt des forces coopérantes, si je puis dire, ou un allié. En tout cas, sur la fiche rouge était déjà mis en avant une mise en scène pour dénoncer la lèpre des métèques, des immigrés. Et effectivement, la plupart des gens qui étaient sur cette affiche étaient d'origine juive, arménienne, polonaise, italienne et républicain espagnol. Et là également, le régime de Vichy a beaucoup joué sur cette association, effectivement, entre immigration et terrorisme, dans un contexte, bien sûr, qui n'a absolument rien à voir avec aujourd'hui. Et bien sûr, aujourd'hui, cette thématique transcende les clivages politiques et on la voit être réappropriée par les différents acteurs politiques et notamment les acteurs parfois qu'on ne soupçonne pas. Emmanuel Macron, qui a je le dirais peut-être, j'analyserai peut-être plus profondément tout à l'heure, qui a été assez prudent en disant non, il ne faut pas relier la thématique de l'immigration et du terrorisme, mais quand même, il y a un lien. Et d'ailleurs, depuis un peu avant, mais notamment depuis l'attentat de Nice, Notre-Dame de Nice, et bien sûr Samuel Paty, Emmanuel Macron a effectué un certain nombre de déplacements, notamment un déplacement très symbolique à la frontière franco-espagnole, exactement au Pertus, pour montrer qu'effectivement ce lien existait et qu'une des solutions à la lutte contre le terrorisme, ou une des solutions pour juguler le phénomène terroriste, c'était de fermer les frontières, d'expulser les immigrés sans papier et donc tout simplement de contrôler les flux migratoires. Donc, même à gauche, hein, on verra ce lien, le parti de gauche comme le Parti socialiste, ou certains gouvernements socialistes, certains ministres de l'Intérieur socialistes, certains premiers ministres, notamment Manuel Valls, ont fait ce lien direct, mais ce n'est pas simplement, et c'est important de le dire, un lien discursif, rhétorique, ça donne aussi, ça produit aussi, on va le voir peut-être plus profondément, ça produit aussi des effets en termes de politique publique, puisqu'aujourd'hui, la politique antiterroriste et la politique migratoire sont directement reliées, et pas seulement la politique migratoire au sens strict, mais l'accueil des réfugiés.
Et je donnerai cet exemple que vous, Salam, que vous serez sensible. Vous savez que l'un des organismes majeurs dans l'accueil des réfugiés en France, c'est l'OFPRA. Hein. C'est l'OFPRA, en gros, qui organise ces fameux entretiens pour, non pas décider, mais donner une recommandation pour délivrer ou non un statut de réfugié. Donc, il y a des entretiens classiques, hein, un peu comme nous, on les fait les sociologues d'ailleurs, un peu des entretiens à la fois policiers et sociologiques, si je puis dire, et que, notamment concernant la crise syrienne, il y a eu un vrai tournant. C'est qu'à partir de 2012-2013, les personnes qui venaient dans des zones majoritairement sunnites se voyaient interrogées de manière beaucoup plus approfondie et avec beaucoup plus de taux de refus d'accueil de ces réfugiés syriens qui, parce qu'ils venaient des zones sunnites, pouvaient être soupçonnés d'être en relation avec des mouvements terroristes djihadistes. Et que de ce point de vue-là, on voit bien que la politique d'accueil des immigrés et plus particulièrement celle des réfugiés est donc directement liée à la politique antiterroriste et fait que même si on n'est pas terroriste, on n'est pas d'une famille terroriste, qu'on n'est pas terroriste soi-même ou qu'on n'a aucun lien avec un mouvement terroriste, le fait de venir d'un pays ou d'une zone dans lequel il y aurait des attentats, alors que ces gens sont victimes du terrorisme, il faut quand même rappeler que les réfugiés syriens sont aussi victimes du terrorisme d'État, mais aussi de terrorisme de groupes djihadistes radicaux, malgré tout, ils n'étaient pas traités comme victimes, des réfugiés demandant des statuts de réfugiés en tant que victimes, mais comme présumés coupables d'une certaine manière. Bon, bien sûr, c'est des choses officieuses que je vous raconte, mais les responsables vous témoignent qu'effectivement, de ce point de vue-là, il y a une inflexion de la politique d'accueil des réfugiés en fonction de ces paramètres liés à la lutte antiterroriste. Cette association entre terrorisme et immigration est-elle spécifique au champ politique français ou Euh, existe-t-il des oui, exemples étrangers? Oui, alors elle n'est pas du tout spécifique au champ politique français. Hein, bien sûr, on a tous en mémoire tout ce qu'a été la politique, le croisement de la politique migratoire et la politique antiterroriste du gouvernement américain après le 11 septembre 2001. Il y a d'ailleurs une chercheuse, maître de conférence à Sciences Po Paris, qui est Aïché Sehan, qui a directement travaillé sur ça, c'est-à-dire sur les effets du 11 septembre et de ce qu'on a appelé la législation autour du Patriot Act, donc, et notamment ses effets sur les immigrés. Et elle montre bien d'ailleurs à travers ses recherches et ses écrits, c'est-à-dire des écrits qu'on peut trouver très facilement, comment il y a eu un glissement. Au départ, le Patriot Act va toucher plutôt on va dire des immigrés illégaux, en soupçonnant que l'immigration illégale est pourvoyeuse de terrorisme. En gros, alors que la sociologie des terroristes montrait exactement le contraire. C'était des terroristes saoudiens surintégrés, parfois même sortis des grandes écoles. Mais peu importe, le Patriot Act va commencer à toucher les immigrés sans papier, puis ensuite les immigrés légaux, puis les descendants de l'immigration, puis même, et ce qu'elle montre très très bien, va même toucher un certain nombre de minorités, notamment les minorités de nationalité américaine par ailleurs, qu'elles soient d'origine indo-pakistanaise, voire même noire. Donc, c'est ça qui est important et c'est là où on voit que s'il n'y a pas d'analogie ou de signe égal entre la situation française aujourd'hui et la situation américaine après le 11 septembre, il y a énormément de points communs dans ce que j'appellerais ce processus de catégorisation ou de catégorie anxiogène ou de catégorie de criminels. Finalement, on passe d'une criminalisation très ciblée, ça ne veut pas dire qu'elle soit exacte et pertinente, plutôt à ce que j'appellerais les étrangers en situation précaire, pour en arriver finalement à des bons Français ou des bons Américains soupçonnés d'avoir des liens avec des populations ou des associations qui seraient directement liées aux problématiques de soutien ou à l'aide aux immigrés. Et donc, ce glissement, on l'a bien sûr observé aux États-Unis et qui a abouti finalement à une criminalisation d'une partie de la population américaine qui, pour parfois, était plus ancienne que tous les autres. Les Noirs américains et musulmans sont plus anciens que les trois quarts des Blancs qui vivent aujourd'hui aux États-Unis. C'est-à-dire que je dirais qu'à part les Indiens, les Noirs sont quasiment des racines de la nation américaine, racines tristes parce qu'ils sont arrivés par l'esclavage, mais en tout cas, ils font partie de cette population américaine. Bien,
autre exemple étranger, beaucoup plus récent, que, même si 2001, c'est pas si loin que ça, c'est ce que j'appelle les nouvelles démocraties d'Europe socialiste, les ex-pays, je dis n'importe quoi, les anciennes démocraties d'Europe socialiste, en démocratie entre guillemets, donc les pays communistes, les ex-pays de l'Est, où aujourd'hui on voit un certain nombre de gouvernements dits démocratiques user très largement de cette causalité magique, de cette corrélation magique et anxiogène entre immigration et terrorisme pour justement criminaliser toute une partie des minorités, mais aussi des immigrés. Celui qui a, si je puis dire, le palmarès de cette association entre nauséabonde, c'est bien sûr le Premier ministre hongrois Viktor Orban, donc qui joue très largement de cette association entre immigration et terrorisme pour violer toutes les règles en termes d'accueil des réfugiés, toutes les règles en termes de droits de l'homme, effectivement, pour justifier une politique sécuritaire, autoritaire, identitaire en termes migratoires, mais là aussi avec un glissement qui commence à s'attaquer entre guillemets aux immigrés sans papier pour en venir ensuite aux immigrés légaux et puis aussi toucher par exemple les Roms. Les Roms qui sont des Hongrois, quoi. En Hongrie, il y a des Roms, il y a une vieille communauté qui est aussi très ancienne, qui est parfaitement hongroise, voire même aujourd'hui, on voit chez le gouvernement hongrois et le Premier ministre, parfois même des relents d'antisémitisme, presque accusant certains juifs de ne pas être complètement hongrois, hein, avec tout le délire sur certaines fondations américaines parce que dirigées par des juifs qui seraient des pourvoyeurs de terrorisme. Bon, vous savez très bien à quelle fondation je fais référence. Donc, on voit bien qu'ici, la France n'est pas isolée. Elle est plutôt dans le peloton. Hein, je ne dirais pas que Emmanuel Macron, et je ne me permettrai pas de le dire, fait aujourd'hui une politique de type nationaliste autoritaire et raciste tel que Viktor Orban en Hongrie, mais quand même, cette thématique-là, elle est présente et finalement, ça s'inscrit dans un processus international. Et puis, comme on le verra peut-être tout à l'heure aussi, bien sûr, les pays arabes connaissent aussi ce type de politique à la fois identitaire, restrictive et sécuritaire qui lie directement l'immigration et la présence étrangère au terrorisme. Et c'est comme ça aussi, il y a des bonnes relations entre les dictateurs arabes et certaines démocraties européennes sous prétexte de combattre, de faire face à l'immigration Tout clandestine. à fait. Vous savez, c'est plus que des orientations, ce sont des piliers, quoi. Alors, je ne sais pas si on peut dire de piliers, mais en tout cas, c'est des structurants majeurs des politiques de coopération avec le monde arabe. Alors, on peut parler soit de politique de coopération ou même de manière plus ambitieuse de politique étrangère. Et d'ailleurs, vous savez, Salam, il y a un fait quand même qui est. Alors, je ne sais pas s'ils l'avoueront, mais je sais qu'il y a des auditeurs qui sont du ministère des Affaires étrangères, les auditeurs du CAREP, et ils peuvent en témoigner. C'est la montée comme acteur de politique étrangère du ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire que c'est d'ailleurs un sujet de thèse qui pourrait être très intéressant. Il y en a d'ailleurs peut-être un qui se fait. C'est qu'il y a le ministère des Affaires étrangères et des diplomates qu'en tant que chercheurs, on connaît bien, des ambassadeurs, des premiers secrétaires d'ambassade. Généralement, d'ailleurs, je tiens à dire qu'ils ont des bonnes relations avec les chercheurs et que ce sont des gens qui sont souvent d'ailleurs très sensibles à la recherche, à l'université. Alors, bien sûr, ils exécutent la politique de la France. Donc, il y a des limites à cette convivialité, à cette empathie entre diplomates et chercheurs, mais ils doivent faire face aussi à d'autres acteurs qui sont pas seulement dans les consulats, mais de plus en plus des acteurs de politique étrangère à part entière, que sont effectivement les représentants qui incarnent la politique de la France, je dirais, du point de vue du contrôle des flux migratoires, des réfugiés, de la politique des visas. Et que de ce point de vue-là, on peut penser qu'aujourd'hui, les relations avec les mondes arabes sont structurées autour, je ne dirais pas deux invariants, parce que je ne veux pas prendre un vocabulaire sanitaire, mais deux piliers, deux structurants, que sont la politique migratoire et la politique sécuritaire, et que les deux se rejoignent pour considérer que les réseaux migratoires peuvent être alimentés aussi le terrorisme. Hein. À la fois, les terroristes sont des migrants et les migrants sont des terroristes potentiels. Voilà. Et que de ce point de vue-là, oui, la politique arabe de la France est de plus en plus animée par des considérations, je dirais, presque strictement, exclusivement, bon, sinon d'une manière très dominante, des considérations de type sécuritaire et dans le contexte actuel lié à la lutte antiterroriste. N'y a-t-il pas une contradiction dans le discours des politiques à dénoncer l'immigration comme responsable du terrorisme actuel et en même temps d'affirmer que les attentats sont le fait de plus en plus de musulmans, entre guillemets, nés et socialisés en France?
Oui, oui, alors c'est vrai. Alors, ça apparaît comme une contradiction apparente, hein, qui d'ailleurs est présente pas uniquement chez les politiques, mais chez l'ensemble des experts, des observateurs, voire même des chercheurs. Effectivement. Alors, on peut être surpris pour revenir à l'actualité et notamment aux attentats contre Samuel Paty, puis l'assassinat de Samuel Paty et l'attentat de Notre-Dame de Nice, comment le gouvernement passe, je dirais plutôt, d'une rhétorique, d'une politique pour désigner le terrorisme comme quelque chose interne, endogène à la France. Finalement, les terroristes ne sont plus des étrangers, mais sont des petits Français, entre guillemets. Et puis, d'un autre côté, malgré tout, une tendance à pointer les immigrés dans la responsabilité de ces actes terroristes. En fait, d'abord, première remarque générale, les politiques peuvent passer d'un registre à l'autre facilement. Tantôt insister sur la dimension exogène, externe du terrorisme comme un phénomène importé, mais aussi ils peuvent très vite passer sur un autre registre, comme le terrorisme comme un phénomène produit par des logiques internes à la société française et au champ musulman français. Donc les deux registres peuvent coexister en même temps. Alors, c'est là où ça devient beaucoup plus intéressant pour le sociologue et le politologue. Qu'est-ce qui fait le lien entre ces deux registres? Ben, c'est souvent, je dirais, l'ascendance émigrée. Que l'on parle de terrorisme importé, que l'on parle de terrorisme endogène, que l'on parle finalement d'un terrorisme qui serait essentiellement le fait de migrants ou de terrorisme qui serait essentiellement le fait de Français, on ramène toujours à des populations qui sont perçues comme des populations plus ou moins exogènes, ayant une forte ascendance immigrée, une descendance immigrée et un lien avec l'immigration. C'est-à-dire que même quand vous considérez que aujourd'hui le terrorisme est d'abord, ou les actes terroristes, pardon, sont d'abord commis par des acteurs nés, socialisés, scolarisés en France, on les ramène toujours à ce que je n'appelle pas forcément à leur statut d'étranger, mais à leur statut d'étrangeté. Ce qui explique qu'il y a 2-3 ans, le président de la République, qui n'est pas pourtant réputé comme un national conservateur ou un nationaliste radical, François Hollande, avait même proposé quasiment de réformer la Constitution pour pouvoir ôter la nationalité française, non pas à des naturalisés, mais à des gens, aux binationaux qui ont obtenu la nationalité par le droit du sol. C'était unique, hein, dans l'histoire de France. Pour avoir un peu travaillé sur les textes concernant, par exemple, les retraits de nationalité française au moment du régime de Vichy, ou au contraire au moment de la libération, lorsqu'on a voulu punir les collaborateurs, on a beaucoup plus appliqué une autre procédure qui est la destitution des droits civiques, mais très rarement le retrait de nationalité française. Ça a été très très rare dans l'histoire de France. D'autant plus de retrait de nationalité française à des gens qui sont totalement français, hein, contrairement à des naturalisés qui, eux, ont pu être touchés par ce type de mesures. Et à l'époque, François Hollande avait fait le lien en disant, finalement, ils ont une nationalité étrangère, alors qu'ils n'ont jamais vécu ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie, ni en Syrie, ni en Égypte, et que du coup, on peut les expulser dans des pays pourtant dans lesquels il n'y avait jamais vécu. Donc ici, là, on voit bien que ce lien entre terrorisme, phénomène importé, terrorisme venu d'ailleurs et terrorisme produit par des mouvements internes, des dynamiques internes à la société française, il est fait et il se transforme dans une problématique plus générale qui est celle de la production d'une altérité problématique et menaçante qui sont les populations liées d'une manière ou d'une autre dans l'imaginaire français au phénomène migratoire, c'est-à-dire à des gens qui sont perçus comme à moitié français, pas complètement français, ou pour reprendre la formule de certains sociologues, comme de mauvais français. Et donc comme de mauvais français parce que perçus comme des immigrés de fraîche date, ce qui ne sont pas dans certains cas. Hein. Quand vous êtes un enfant français d'origine algérienne, marocaine et tunisienne, dont le grand-père ou l'arrière-grand-père était déjà mineur en France au début du siècle dernier, vous êtes plus français que n'importe quel français. Pourtant, là, du fait que vous pouvez potentiellement avoir une deuxième nationalité, parce que là aussi, il y a un problème. Qu'est-ce que ça veut dire la binationalité? Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Parce que vous pouvez très bien être potentiellement binational sans avoir un passeport étranger. Mais là, vous auriez pu, si la réforme de la Constitution avait été votée, on aurait pu avoir des gens qui, n'ayant jamais été tunisiens de leur vie, jamais marocains de leur vie, jamais syriens de leur vie, jamais égyptiens de leur vie, auraient pu se trouver expulsés dans ce qu'on appelle abusivement leur pays d'origine. Voyez. Donc oui, oui, ce lien entre, il est fait. Alors ensuite, sur le plan des chercheurs, ce lien est parfois fait, mais il est fait, je dirais, de manière un peu différente pour montrer qu'effectivement, il peut avoir des incidences migratoires sur les parcours terroristes. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, oui, oui, les politiques surmontent cette contradiction
parce qu'ils ne le voient pas eux du tout comme une contradiction. Finalement, ils créent une forme de catégorie anxiogène, une catégorie terroriste qui, sans être forcément liée directement au phénomène migratoire, a en tout cas un lien indirect avec ce phénomène, considérant que ce sont de toute façon des Français de fraîche date, ce que certains ne sont pas du tout, bien sûr, sans parler des terroristes qui n'ont même pas de lien avec l'immigration. Que disent les études en sciences sociales sur ce lien entre immigration et terrorisme? Cette relation est-elle confirmée ou infirmée par les recherches sociologiques? Alors, c'est très intéressant ce que vous dites et votre question, parce que justement, alors, il y a relativement peu de recherches, je dirais, à l'échelle française sur ce phénomène. Est-ce qu'il y a un lien entre phénomène migratoire et phénomènes terroristes. En gros, pour dire simple, est-ce que l'immigration, les flux migratoires, je m'exprimer de manière plus technique, est-ce que les flux migratoires alimentent aussi les flux terroristes et la fabrication du terrorisme, hein, voilà. Est-ce que finalement, le fait d'avoir aussi une politique de frontières qui n'est pas ouverte, hein, puisqu'elle est quand même très fortement contrôlée, le fait que des immigrés rentrent régulièrement sur le territoire français avec ou sans papier, légalement ou illégalement, est-ce que ça alimente le terrorisme? Ça a été un argument très très fort du ministre de l'Intérieur actuel, Gérard Darmanin, hein, qui a clairement lié les derniers attentats, celui de Nice, mais aussi l'assassinat de Samuel Paty, à la présence de sans-papiers sur le territoire français, ou du moins de personnes rentrées au début clandestinement sur le territoire français. Et finalement, en disant que sur les 231 cas de radicalisés suivis, il y avait 230 qui appartenaient à cette catégorie que l'on peut considérer comme des immigrés illégaux sur le territoire français. À ce niveau-là, plusieurs chercheurs, et je cite notamment François Héran, qui est une référence, hein, François Héran, professeur titulaire de la chaire Migration et Société au Collège de France, mais qui est aussi le directeur et le fondateur de l'Institut Convergence, qui est un institut qui aujourd'hui fait référence, qui est un institut de référence sur les questions migratoires, en disant que même si on admettait qu'il y avait aujourd'hui en France, sûrement un peu plus, dit-il, 300 000 personnes en situation irrégulière, de toute façon, ces 230 personnes, ça ne représenterait qu'un très très faible pourcentage, hein, et très faible pourcentage, d'autant plus qu'il ne s'agit pas même des terroristes, mais plutôt des personnes dites radicalisées. Voyez, donc c'est encore si on prend les gens qui ont commis réellement des actes terroristes et qui viendraient, entre guillemets, de la cohorte des immigrés sans papier ou rentrés illégalement, c'est encore plus faible. Bon, d'accord. Alors, en revanche, il y a des études, des grandes études, cette fois qu'on pourrait dire de type quantitatif, et qui épousent des modèles mathématiques. Alors, je peux vous dire, pour m'être penché sur ces études dans le cadre d'un article éditorial que j'ai pu faire, c'est très difficile parce que ce sont des études mathématiques qui ne sont pas simplement des études statistiques classiques, bon, qui sont assez faciles à lire, même quand on n'est pas forcément statisticien ou quantitativiste, mais notamment, il y a une étude qui a été faite par deux spécialistes, donc Vincenzo Bove et Tobias Bö-Hemelt de l'université de Warwick, donc, qui notamment ont analysé ce qu'on appelle le Global Terrorism Database, et qui ont donc ainsi analysé, qui ont croisé la question migratoire et la question terrorisme pour 145 pays entre 1970 et 2000, c'est-à-dire plusieurs milliers, centaines de milliers d'individus, et qui finalement conclut qu'il y a les flux migratoires ne contribuent pas à la montée du terrorisme, et même au contraire. Donc, une étude quantitative faite sur des centaines de milliers de personnes, une étude longitudinale qui porte sur plus de 30 ans, même plus que 30 ans, montre qu'il n'y a pas de lien. Il y a aussi une autre étude qui, cette fois, est faite plutôt par un think tank libertarien américain qui s'intitule le Cato Institute, qui lui aussi est basé sur une étude quantitative sur des milliers et des milliers de cas, et notamment qui donc teste cette hypothèse entre immigration et terrorisme, et qui conclut non seulement qu'effectivement il n'y a pas de lien statistique entre les flux migratoires et la croissance ou la montée des actes terroristes, notamment sur le territoire américain, mais que même on s'aperçoit que les politiques plus libérales en matière d'immigration auraient plutôt tendance à diminuer le phénomène terroriste. Bon. Donc, il y a quand même des études quantitatives qui ont été menées à partir de modèles mathématiques qui sont consultables, qui sont en ligne, qui sont diffusés en langue anglaise, et donc, de ce point de vue-là, qui démontrent
qu'il n'y a pas de corrélation statistique entre les flux migratoires et ce qu'on pourrait appeler la croissance des actes terroristes à l'échelle internationale ou à l'échelle des contextes nationaux et locaux. En France, on a bien sûr aussi quelques études qualitatives aujourd'hui à la fois sur les personnes dites radicalisées, mais aussi sur des personnes qui sont aujourd'hui condamnées pour actes ou faits terroristes, donc des personnes qui sont aujourd'hui emprisonnées, incarcérées. Et toutes ces études qualitatives, bon, qui sont effectivement des échantillons modestes, parce qu'aussi la France n'a pas non plus, je dirais, des milliers de terroristes emprisonnés, donc ça aussi, mais malgré tout, elle en a quand même, et montre très bien que la plupart des terroristes ne sont pas forcément liés à des arrivées récentes, même anciennes sur le territoire français, mais qu'une grande partie d'entre eux sont même nés en France. Donc de ce point de vue-là, le lien entre immigration et terrorisme, et même immigration et illégale et terrorisme, n'est absolument pas démontré par les études quantitatives conduites par les sociologues qui travaillent soit sur les populations radicalisées, soit carrément les personnes incarcérées en attente de procès ou déjà condamnées pour faits de terrorisme en France. Donc ce lien-là, si vous voulez, on peut dire, n'existe pas. Alors, faut-il, et c'est la question, exclure ce lien, cette corrélation? Est-ce qu'il est illégitime d'étudier cette relation entre terrorisme et immigration dans les sciences sociales? J'ai envie de vous répondre, comme je réponds souvent, il n'y a pas de thème tabou dans les sciences sociales. On peut très bien partir d'une observation, entre guillemets, de sens commun, surtout si elle est très présente dans le discours public et dans le discours politique. C'est aussi le devoir des sociologues et des sciences sociales que, non pas de faire du militantisme, comme diraient certains, mais plutôt de prendre les catégories du discours public, ou les catégories de l'imaginaire, ou les relations établies par un certain nombre de responsables politiques ou autres, pour vérifier si elles font sens. Et de ce point de vue-là, je dirais que, bon, bien sûr qu'on ne vérifie pas ce lien, mais ce qui peut être intéressant en revanche, et là il y a un chercheur de l'IRD qui s'appelle Jean-Baptiste Meyer, donc je crois qu'il est directeur de recherche à l'IRD, qui dit une chose qui m'a paru assez intéressante. Il dit, si on n'est pas là, s'il est très difficile de démontrer un lien statistique entre terrorisme et immigration, néanmoins, il y a des dimensions migratoires parfois dans les projets terroristes. Salam, vous le savez mieux que moi, parce que vous travaillez beaucoup sur ce sujet au CAREP, ne serait-ce qu'un certain nombre de terrorismes ont des trajectoires migratoires, ne serait-ce que parce qu'ils partent rejoindre des groupes terroristes et radicaux qui se trouvent en Syrie et en Irak. Donc oui, là, il y a quelque chose qui relève du phénomène migratoire. Donc, en ce sens qu'il y a un imaginaire migratoire, il y a un imaginaire de voyage, il y a un imaginaire de circulation chez un certain nombre, notamment de personnes radicalisées, terroristes ou pas d'ailleurs. Et puis, il y a aussi, aussi des imaginaires, je dirais, beaucoup plus religieux, sans faire du Gilles Kepel ou de Bernard Rougier. Il y a quand même parfois un imaginaire religieux qui valorise ce que j'appellerais la hijra, donc une forme d'immigration de retour en terre musulmane, qui peut non pas être un facteur de passage au terrorisme, et beaucoup de gens qui font la hijra ne sont pas des terroristes, et je dirais 99% des gens qui font la hijra, notamment appartenant à des mouvements proches de l'islam salafiste, ne sont pas des terroristes, mais en tout cas, ça peut être aussi des motifs religieux, ce que j'appellerais des formes d'immigration idéothéologiques qui peuvent être liés effectivement au phénomène de passage à la violence ou le phénomène d'adhésion à des groupes qui sont situés sur des territoires étrangers. Mais bien sûr que donc on peut ne pas exclure cette dimension migratoire de la réflexion sur ce lien, cette relation supposée entre terrorisme et immigration, mais en tout cas, de là à en faire un lien causal, un lien mécanique, plus il y aurait d'immigrés, plus il y aurait de terroristes, plus il y aurait de sans-papiers, plus il y aurait de terroristes, bien sûr, je ne franchirai pas ce pas, et je dirais qu'aucun sociologue, aucun économiste, aucun anthropologue, aucun chercheur en sciences sociales et universitaires ne franchirait ce pas, parce que justement, il n'est pas démontré par les statistiques, et que les rares études quantitatives sur modèles mathématiques qui ont été faites, au contraire, infirment totalement ce lien. Alors, au-delà de la criminalisation des immigrés, quels sont les effets sociaux de tels discours
anxiogène reliant immigration et terrorisme. Alors, c'est là où on revient un peu à votre question de départ. Je pense qu'il faut être très nuancé, hein. Moi, je suis pas, j'ai peut-être été dans ma jeunesse quand tu m'as connu, mais je suis pas quelqu'un qui va dire la France est un État autoritaire, c'est une dictature. Et tu le sais mieux que moi, Salam, que toi encore mieux que moi, pour savoir ce qu'est un État autoritaire et une dictature, tu n'oserais pas comparer la France actuelle à une dictature. Et je crois que ça serait faire insulte, y compris aux gens qui luttent et aux oppositions qui luttent contre les dictatures et les États autoritaires, que bon, c'est un raccourci militant. Bon, je ne suis pas sûr qu'il faille condamner les militants quand ils disent que la France devient une dictature. Bon, il y a des phrases comme ça qui sont souvent d'ailleurs des phrases héritées de ce que j'appellerais un lexique militant très ancien, comme justice, voilà, pas de justice, pas de police, je ne me rappelle plus le terme, le slogan, mais bon, des slogans comme ça, justice nulle part, police partout. Bon, c'est des slogans et les militants ont le droit de le dire, comme des chanteurs peuvent dire beaucoup de choses de leurs chansons, on n'est pas obligé de les condamner pour ça. Bon. Néanmoins, nous, chercheurs en sciences sociales, si on est chanteur dans nos heures libres, oui, on peut faire des. Mais néanmoins, chercheurs en sciences sociales, il faut être assez prudent sur ce que j'appellerais ces phénomènes de glissement. Or, ce qu'on observe, et c'est peut-être, ça renvoie à votre question de départ quand vous m'avez posé la question sur le séparatisme et l'islamo-gauchisme, c'est qu'on s'aperçoit que ces thématiques liées à la question de l'immigration, de l'identité française, des flux migratoires d'une manière générale, de la sécurisation des frontières, finissent par justement les phénomènes, les processus de glissement que j'ai évoqués tout à l'heure. On criminalise l'étranger sans papier, rentré illégalement sur le territoire, pour finir par criminaliser carrément l'immigré, le descendant d'immigrés, le français qui soutient des associations de solidarité ou d'aide aux immigrés, pour finalement parfois en arriver à criminaliser ou du moins à montrer du doigt les chercheurs et les universitaires qui travaillent d'une manière générale sur ces problématiques. Et j'ai envie de dire que du coup, on nous met dans une même catégorie de ce que je pourrais appeler des chercheurs multiculturalistes, internationalistes, cosmopolitiques, alors que bien sûr, on ne travaille pas forcément tous sur les mêmes choses. Mais finalement, toute une partie de la recherche et les universitaires se trouvent aujourd'hui en accusation, non pas par leur méthode, parce que je tiens à rappeler à certains universitaires qui signent des pétitions très minoritaires, je tiens à le dire, hein, ne soyons pas catastrophistes, qu'on nous dit qu'il faut contrôler les sciences sociales, faire des commissions d'enquête. Je tiens à rappeler qu'au CNRS, nous devons rendre des rapports tous les 2 ans qui font environ plus de 100 pages, qui sont examinés par des commissions. Et je peux vous dire que si vous ne produisez pas, il y a une échelle d'avertissement très nette et je ne suis absolument pas contre ce type d'évaluation. Donc, je veux dire par là que de ce point de vue-là, tout universitaire aujourd'hui sérieux sur ces questions migratoires, effectivement, n'est pas apporté à tester ce lien avec le terrorisme, mais malgré tout, je dirais ce que j'appellerais le contexte de sécurisation de l'espace public qui se trouve amplifié par le contexte terroriste favorise effectivement ce glissement qui produit des amalgames entre celui qui travaille sur l'immigration, qui travaille sur l'islam, qui travaille sur le salafisme, pour en faire parfois, souvent, quelqu'un de complaisant, voire même de complice avec ces mouvements-là, puisque clairement, j'ai pu lire dans certaines tribunes, et ça m'a un peu étonné de certains grands journaux de laisser, je ne suis pas pour la censure et je pense que c'est très bien que les idées puissent s'exprimer, mais quand même, quand on est un grand journal comme Le Monde et Libé, laisser faire des tribunes dans lesquelles des universitaires sont jetés en pâture et accusés pratiquement d'être complices des terroristes, bah, je pense que peut-être on peut réfléchir à 2 fois avant de publier la tribune. Bon, elle se publie, on y répond, tant mieux, et d'ailleurs, jusqu'à présent, tout le monde a pu répondre à ce genre de tribune criminalisante. Oui, 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 donc Salam, je pense que la situation actuelle et cette causalité ou cette corrélation magique et imaginaire faite entre terrorisme et immigration finir par produire d'autres corrélations imaginaires, anxiogènes, criminogènes, qui finalement finissent par désigner des tas de catégories de la population française, parfaitement française par ses papiers, comme ayant eux aussi des relations avec le terrorisme. Voilà. Bien sûr, il s'agit d'objectiver ce phénomène de glissement. Il ne s'agit pas simplement d'entretenir de manière caricaturale que la France deviendrait un régime autoritaire et dictatorial où il y aurait la police partout. Ce n'est pas du tout mon propos et je ne suis pas de ceux qui insultent la police, bien au contraire. Mais malgré tout, je tiens à dire que de ce point de vue-là, ce glissement se fait et qu'il est plutôt le fait des politiques, d'ailleurs, plutôt que le fait des forces sécuritaires. Hein. Je dirais qu'aujourd'hui, ce sont les politiques qui sont les plus dynamiques dans ce que j'appellerais cette production de catégories anxiogènes et de catégories criminalisantes.
Pour finir, parce que le temps, Pardon, oui, on va terminer peut-être avec une question ou deux. Après, oui, on va prendre un petit peu les questions de notre cher public. oui, Vous avez suivi les débats autour de la nouvelle loi sur le séparatisme. oui. Quel ce lien entre immigration et terrorisme? Comporte-t-elle des dispositions précises sur ce sujet? Alors, c'est très intéressant cette question, parce qu'effectivement, je l'ai suivi, mais j'ai vraiment fait l'effort d'aller étudier les débats parlementaires, et notamment les débats en commission. Moi, c'est vrai que j'en ai un peu ras-le-bol finalement de réagir ou de surréagir ou de voir les surréactions et souvent on ne prend pas le temps, hein. Donc il faut prendre le temps. Il faut avouer que l'Assemblée nationale et le Sénat font un très grand effort de transparence, hein, et surtout un vrai travail de retranscription très rapide, hein. Aujourd'hui, on peut avoir accès au débat en commission dans les 24 heures et 48 heures, hein. Donc, voilà. Donc moi, j'ai vraiment fait l'effort d'aller lire les retranscriptions des auditions et notamment bon, des auditions en commission autour de la loi et notamment des auditions de ministres, que ce soit le ministre de l'Éducation nationale, le ministre de la Justice, le garde des Sceaux et bien sûr le ministre de l'Intérieur. Alors, une des grandes fiertés de Gérald Darmanin, c'est de dire cette loi sur le respect des principes de la République, justement, on n'aborde pas la question de l'immigration, hein. Et il légitime cette loi en disant le séparatisme, ça n'a rien à voir. Bon. Et donc, de ce point de vue, l'un des arguments de justification et de légitimation du gouvernement, c'est pour une fois de ne pas tomber dans l'émotionnel ou le passionnel en dissociant la question du séparatisme, du nouvelle formulation du communautarisme, de l'immigration. Donc, il légitime. On dit voilà, moi je suis un mec bien, je suis un démocrate, dit-il aux parlementaires. Ben, vous attendiez à trouver des questions d'immigration, eh ben, non, vous n'en aurez pas. Et d'ailleurs, la droite, plusieurs députés de droite, notamment de mon département des Bouches-du-Rhône, comme d'habitude, si je puis dire, euh, ou de la Côte d'Azur, comme d'habitude, si je puis dire, lui reprochent de ne pas traiter la question de l'immigration dans la loi des principes de respect de la République. Et il dit non, 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 ce n'est pas une loi sur l'immigration, elle sera d'autant plus partagée, consensuelle et efficace qu'on ne parle pas d'immigration. Sauf que là aussi, on le voit bien, dans cette loi, il y a un certain nombre de dispositions qui touchent, je dirais, par exemple, tout un, je dirais pas un fantasme, mais une certaine idée préconçue que s'il y a du terrorisme, c'est un terrorisme qui passe par les organisations musulmanes, et notamment parce qu'elles sont financées par l'étranger. Donc, il y a dans cette loi des dispositions visant à contrôler de manière très stricte, ce qui n'est pas anormal de mon point de vue d'ailleurs, hein, le financement de l'étranger, mais avec un diagnostic complètement faux par ailleurs. Parce que l'Arabie saoudite, qui est le grand allié de la France, puisque je rappellerai quand même à tous vos auditrices et auditeurs que nous avons des très bonnes relations avec l'Arabie saoudite, même si on peut critiquer l'Arabie saoudite aujourd'hui, ou demain, ou hier, ou comme vous voulez, les acteurs musulmans français qui peuvent recevoir des fonds de l'Arabie saoudite ou d'autres pays d'ailleurs, hein, du Golfe, on s'aperçoit, et ça tous les sociologues sérieux peuvent vous le dire, qu'il n'y a pas de processus d'idéologisation. Ce n'est pas parce que vous recevez de l'argent de l'Arabie saoudite ou du Qatar que vous alignez sur des idéologies ou des conceptions religieuses qui seraient de ces pays. C'est comme je disais qu'aujourd'hui, on accusait une entreprise française qui est financée par des fonds saoudiens, comme si on accusait les ingénieurs et les ouvriers d'être devenus salafistes, que le Paris Saint-Germain serait devenu wahhabite, ou que les joueurs du Paris Saint-Germain feraient la prière avant de rentrer sur la pelouse, ce qui est pour certains le cas parce qu'ils sont religieux, d'ailleurs ils font la prière catholique ou la prière qu'ils veulent. Bon. Tout ça pour dire que là il y a quand même eu, bon, il y a aussi dans la loi toutes les dispositions, je dirais, liées à la laïcité. Vous avez des dispositions liées à la scolarisation et notamment au contrôle de l'éducation en famille, qui, sans parler d'immigration, et c'est vrai que le mot immigration est peu présent dans la loi, malgré tout laisse supposer que ce serait des influences étrangères importées qui feraient qu'aujourd'hui les musulmans français seraient contaminés ou contaminables par le virus séparatiste. Voilà. Donc le virus séparatiste est traité comme un virus français national, mais importé de l'étranger. Si je vous prenais une métaphore ou une comparaison sanitaire, qui est d'ailleurs souvent faite par les politiques eux-mêmes, je dirais qu'il y a une très, très forte convergence, c'est un autre domaine de réflexion, entre le discours sanitaire et le discours sécuritaire, les deux se croisent, et que dans l'analyse du virus séparatiste, il y a quand même une très forte dimension, je dirais, qui est reliée à l'étranger. Et donc, même si cette loi ne parle pas d'immigration, en tout cas, elle laisse planer dans les représentations un peu fantasmatiques l'idée qu'il y aurait une main de l'étranger qui conduirait les musulmans de France
à se retourner contre la France et à favoriser sur le territoire français des allégeances étrangères. Donc l'immigration rentre est sortie par la porte pour rentrer par les 10 fenêtres de la maison, si je puis dire, 10 ou même les 15 fenêtres de la maison. Très bien. Il me reste une ou deux questions, mais là, je privilégie de prendre les questions du public Très avant. bien. Et s'il nous reste du temps, on reprendra les deux questions qui nous restent. Alors, depuis M. Mohamed Yacoub, il demande, depuis l'affaire dite du foulard islamique des années 80, la France semble se glisser ou avancer directement vers le concept et la politique du séparatisme d'aujourd'hui. Un commentaire. Bah, le problème, que la France prenne des dispositions sur les questions de laïcité, qu'elle considère que le foulard d'une élève ou d'une élève, oui, parce que c'est toujours des filles, ou qu'une barbe d'un garçon, ou qu'une kippa, ou que c'est quelque chose qui ne soit pas dans le cadre de l'école de la République, à la limite, on peut être contre. Ça peut nous choquer, mais ça a le mérite de la clarté. En revanche, moi, si monsieur, vous me posez une question du lien avec le foulard, je pense qu'on est passé à un degré un peu supérieur. Et comme on dit, à force de monter les marches, on peut se retrouver sur une terrasse et on peut ensuite de la terrasse passer dans le vide. C'est-à-dire, il n'y a plus rien. Et là, je pense que ce qui est quand même nouveau, alors que, et ça a été souligné d'ailleurs par un sociologue français je me rappelle son prénom, alors Hichem, ah bon, je retrouverai son nom, il le disait très très bien, le fait qu'on constate des développements de mouvements, de courants conservateurs, ultra-conservateurs, voire même fondamentalistes dans la société française, oui, ça existe. Ça existe d'ailleurs chez les musulmans, mais ça existe aussi dans certains secteurs du christianisme, notamment évangélique. Il y a même des mouvements bouddhistes parfois extrémistes, etc. Alors on va dire oui, mais qu'on ne mette pas dans ta... Mais en tout cas, aujourd'hui, ce que je disais dans d'autres séminaires, c'est qu'y compris ces courants ne sont absolument pas dans des postures séparatistes. C'est-à-dire qu'ils sont même, excusez-moi ce terme, et c'est caricatural aussi, c'est presque ce que j'appelle parfois de l'intégrisme intégré. L'idée qu'il faut être en France, qu'on veut vivre en France, que la France est notre pays. Et si vous prenez par exemple toute la polémique autour des frères musulmans, bon, je trouve que moi je connais bien les associations qu'on appelle frères musulmanes. Bon, pour faire simple, c'est l'Union des organisations islamiques de France, devenue en 2017 musulmans de France. Et là, il y a une magnifique thèse qui a été soutenue à l'université de Cambridge par une élève de l'école normale supérieure et notamment et de Sciences Po, donc qui est Margot Dazé, qui montre que ce qu'on appelle aujourd'hui les frères musulmans français sont dans des stratégies de mobilité sociale et d'insertion dans les espaces français, avec nationalité française, mode de vie français, et des enfants qui sont des enfants qui réussissent scolairement, au moins pour les cadres de ces associations, qui sont des enfants qui font partie aujourd'hui des élites françaises, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Donc même ces gens-là qui sont conservateurs ou entre guillemets parfois c'est pas le cas de l'UEF, mais néo-fondamentalistes, ils sont dans des stratégies d'intégration totale. C'est-à-dire que l'idée de se séparer de la France, pour eux, serait terrible. C'est-à-dire que pour eux, ils le vivent mal d'ailleurs, parce que justement, ils sont complètement, je dirais, on peut même, à la limite, presque les accuser d'être trop intégrationnistes, si je puis dire, d'une certaine manière. Ils sont absolument dans... Et donc, les travaux sérieux de sociologie, de sciences politiques et d'anthropologie sur des associations musulmanes conservatrices qu'on accuse aujourd'hui de séparatisme montrent absolument le contraire, y compris en termes d'éducation des enfants, qu'on n'est absolument pas dans des stratégies de rupture avec le territoire français, de création d'ethnosystèmes ou d'écosystèmes islamistes ou d'ethno je ne sais pas quoi pour parler comme Gilles Kepel, et qu'on observe exactement le contraire. Donc, s'il y avait aujourd'hui effectivement des évaluations faites par une quelconque instance des études sur le CNRS, je crains que les études de Gilles Kepel et d'autres personnes soient clairement invalidées sur le plan scientifique. Donc, ce n'est pas nous qui avons à craindre de ces contrôles, c'est plutôt un certain nombre de chercheurs qui effectivement font des études qui sont très discutables sur le plan scientifique. Et aujourd'hui, nous, les chercheurs qui travaillons un peu sérieusement sur le terrain, on n'est pas du tout de la même philosophie. Certains
certains d'entre nous ont des croyances religieuses, catholiques, juives, protestantes, ou sont agnostiques et laïques. On n'appartient pas au même parti politique, on ne fréquente pas les mêmes groupes philosophiques, et pourtant, on est relativement convergents pour dire qu'en tout cas, l'idée d'un séparatisme islamiste est un contresens sur le plan sociologique. Mis à part, bien sûr, qu'il existe quand même des phénomènes sectaires qu'on observe d'ailleurs à l'échelle de toutes les religions. Il y a effectivement des phénomènes de repli sur soi, des phénomènes de manipulation sectaire auxquels n'échappent pas certains groupes musulmans, comme certains groupes chrétiens, comme certains groupes néo-bouddhistes radicaux, etc. Donc oui, ça, bien sûr, on ne peut pas nier. Mais massivement, ce qu'on désigne aujourd'hui comme des séparatismes dans le discours public sont tous, sauf sur des séparatismes, on peut dire que c'est plutôt des intégrationnistes, pour employer ce néologisme, en puissance. Alors, une question de Jamal Mahia. Il demande à quoi joue le gouvernement quand il fait volontairement cet amalgame, c'est-à-dire entre Alors, migration. ça, c'est une grande question qu'a posée. On n'est pas toujours d'accord, même on se dispute beaucoup. Raphaël Laugier, que j'ai posé aussi. Quand je dis qu'on n'est pas d'accord, c'est réel, parce qu'on nous dit qu'on fait partie de la même famille aujourd'hui, islamo-gauchiste, mais on n'est pas souvent d'accord, en fait. Je dirais, mais bon, là, il se trouve qu'il a posé une vraie question et que je poserai simultanément avec lui. C'est très, vous savez, ça fait 20-25 ans que je travaille un peu sur ces questions, et moi, je m'intéresse énormément aussi au discours de nos élites politiques. Je fais vraiment l'effort d'aller lire ce qu'ils disent dans les différents lieux. Il m'arrive de lire des discours qu'ils ont pu tenir devant des préfets, devant des consuls, devant des ambassadeurs, dans la visite des hôpitaux. Et ça, je le fais depuis régulièrement, depuis notamment Nicolas Sarkozy. Un peu avant Sarkozy, et j'ai vraiment poursuivi cette tradition pour surtout mes fonctions, non pas de chercheur, mais de président du CMI, de lire les discours des présidents de la République, de nos ministres, etc., etc. Il y a une vraie question. Est-ce qu'on est dans une sorte de cynisme total? Il n'y a pas de séparatisme islamiste, mais on joue avec ça parce qu'on a des stratégies politiques et électoralistes. Ou est-ce qu'on est dans la croyance? Est-ce qu'ils y croient finalement? Est-ce que ces politiques qui parlent de séparatisme y croient? Moi, je pense que malheureusement, la réponse, elle est nécessairement entre les deux. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, ils ont un problème de diagnostic sociologique sur la société française. Je pense qu'une partie, ils y croient, oui. Moi, je pense qu'ils y croient en partie, c'est-à-dire qu'il y a une vraie séparatisme des élites aujourd'hui, à ne plus comprendre ce qui se passe dans leur propre société. Et ça, c'est donc, il y a un phénomène de croyance, mais plus ils utilisent ces thèmes, plus ils y croient encore plus. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans une sorte de synergie qui est assez classique. Au départ, on n'y croit pas forcément beaucoup, mais on sait que ça peut nous repositionner sur le plan symbolique, politique, électoral. Mais à force finalement de l'énoncer, de le dire, eh bien, on finit par y croire et à s'en persuader. Moi, je l'avais bien vu avec Fillon, François Fillon, pour l'élection présidentielle. Contrairement à ce qu'on a dit, François Fillon, c'est un catholique, mais qui n'était pas du tout islamophobe, pas du tout. Ça, je crois qu'on a beaucoup exagéré. Mais qui, à un moment donné, a épousé ce thème, je dirais, du registre anti-musulman pour faire la différence contre un de ses rivaux, qui était Alain Juppé. Et il est allé jusqu'à traiter Juppé de sous-marin de l'islamisme, quasiment. C'est allé très loin. Donc, vous voyez, là, on voit bien que pour le sociologue, pour le politologue, et encore pour les différentes personnes qui peuvent suivre, analyser le discours politique, quel qu'il soit et quels que soient les gens qui le tiennent, je pense que la réponse, elle relève à la fois effectivement de logique instrumentale, mais aussi d'instruments qui finissent par produire des croyances. Et que les deux, finalement, qu'est-ce qui relève du registre pragmatique, purement pragmatique, de l'intérêt, ou du registre de la croyance et de l'auto-persuasion? Je pense que c'est une dynamique qui fonctionne ensemble. Finalement, Macron finit par croire à ce qu'il dit, et il finit surtout par faire croire à un certain nombre de Français à ce qu'il dit. Alors, une question de spectateur anonyme. Bonsoir. Est-ce qu'on pourrait avoir les références citées par M. Gesser, notamment la corrélation entre terrorisme et migration? Oui, bien sûr. Alors, je propose, je vous les envoie. Est-ce que le cycle de Carrep reprend les références après? Parce que je les ai effectivement, mais elles sont un peu. Oui, tout à fait. Oui, oui. Les deux études américaines sont en ligne. Alors, non, pas américaines. Les deux études en anglais sont en ligne. Et elles sont assez ingrates à lire. C'est des gros rapports avec des bilans de statistiques. Et alors je ne sais pas comment vous pouvez avoir mon mail professionnel, et je vous transmettrai volontiers les références, voire même les liens pour avoir accès aux études, bien sûr, tout à fait. Vous avez, voilà, vous avez tout à fait raison de les demander. Ce en anglais, c'est un anglais très simple. La chose qui est un peu compliquée pour moi, qui ne suis pas très quantitativiste, c'est effectivement, c'est des tableaux, 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 pour aboutir à la fin à une conclusion de quelques lignes. Il n'y a pas de phénomène migratoire et flux migratoire et terrorisme, effectivement. Merci beaucoup. Je transmettrai donc les références. Merci pour la question.
Une question de Sébastien Garnier. Oui. N'est-ce pas l'État français qui se sépare d'une fraction de la population, celle des quartiers sinistrés depuis les années 70? Aucun des gouvernements successifs n'a agi contre la paupérisation qui suivit. Alors, je pense que bon, il ne faut pas quand même faire un faux c'est pas un faux, mais un mauvais procès à toutes nos élites gouvernementales. Je pense qu'il y a quand même eu des politiques publiques. Bon, il y a eu une politique de la ville, il y a des politiques sociales, il y a des politiques de soutien aux bas revenus. Bon, il y a des politiques territoriales. Il y a aussi de plus en plus de collectivités locales, hein. Il n'y a pas que l'État en tant que. Il y a des collectivités locales. Le RSA est en grande partie géré par les collectivités locales. On l'a vu pendant le Covid, le rôle important aussi des collectivités locales. Bon, même si elles n'ont pas toujours les moyens. Bon, il y a quand même des politiques sociales et la France reste malgré tout un pays de politique sociale. En revanche, ce qui est sûr, et peut-être pour répondre plus précisément à votre question, il y a une vraie coupure en termes de décryptage et de lecture des réalités sociales dans un certain nombre de quartiers populaires. C'est-à-dire que, grosso modo, ça fait quand même 20-25 ans qu'il y a très peu de politiques qui ont une lecture, je dirais, lucide de ce qui se passe dans ces quartiers-là et surtout de ce qui ne se passe pas. Parce que vous l'avez très bien dit, il y a aussi, il ne s'agit pas d'idéaliser le modèle social français, mais il y a aussi beaucoup de dysfonctionnements, de manques, d'effets pervers, et aussi tout simplement de disparition d'argent public, hein. J'étais encore dimanche à une commémoration qui était à la fois heureuse et triste. C'était, vous savez, la commémoration de ce jeune Français d'origine comorienne assassiné par des couleurs d'affiches du Front National. Et le maire de Marseille disait très très justement, cet enfant de Marseille est aussi un enfant des quartiers oubliés de Marseille, que la municipalité précédente est très peu venue, même physiquement, hein, est très peu venue. C'est-à-dire que même le maire de Marseille précédent, Jean-Claude Gaudin, s'est très peu déplacé dans les quartiers populaires. Bon. Donc je pense qu'il y a de plus en plus effectivement une forme de séparatisme qui du coup alimente de plus en plus des visions complètement fantasmées de ce que peuvent être cette réalité des quartiers populaires et parfois de percevoir des formes de pauvreté comme du séparatisme, de percevoir des attitudes de participation comme des attitudes de sédition. Regardez la lecture qu'on a eue en 2005 de ce qu'a été les émeutes de banlieue, qu'on a tenté même parfois de religiosiser, d'islamiser, alors que c'était des émeutes assez classiques. N'importe quel historien qui a travaillé sur les émeutes du 19e siècle, 20e siècle, le 21e siècle aurait pu vous dire que c'est des phénomènes émeutiers urbains qui sont assez classiques, mais malgré tout, il a fallu quand même que les politiques nous disent que c'était des émeutes islamiques. Puis quand on a reconnu qu'elles étaient quand même moins islamiques que sociales, on a quand même pensé que c'était des criminels ou des provocateurs pour finalement s'apercevoir que c'était parfois des jeunes comme tout le monde qui par ras-le-bol, prenaient part au contexte émeutier dans des fois des contextes comment dire, très courts, hein. Ce n'étaient pas des criminels professionnels à passer leur temps à jeter des pierres ou des cocktails Molotov sur la police, hein. Donc, on le voit bien aussi à l'échelle de la France, pas seulement des quartiers populaires, le mouvement des Gilets jaunes. Quoi qu'on dise sur les Gilets jaunes, que le gouvernement, vous savez, j'ai bien suivi ce mouvement, non pas à travers l'observation du mouvement, même si j'ai vu quelques manifestations, mais à travers le discours politique. On a tenté de criminaliser ce mouvement, alors avec deux trucs contradictoires. C'est assez rigolo. Le gouvernement a joué sur ces deux registres qui peuvent apparaître contradictoires. Il a d'abord tenté de les faire passer comme le mouvement des Gilets jaunes, comme des mouvements d'extrême droite, islamophobes. Il a joué sur ce registre en disant en gros les gilets jaunes c'est des gros racistes et puis il a joué aussi du contraire, c'est peut-être des mouvements manipulés par les islamistes. Et donc finalement on voit bien que bien sûr qu'il y a des diagnostics stratégiques parfois cyniques pour tenter de reprendre la main et faire peur aux Français et de créer une forme de popularité gouvernementale et présidentielle, mais il y a aussi des erreurs de diagnostic parce que moi je crois qu'il y a une vraie coupure. Vous savez, cette vraie coupure, elle ne passe pas uniquement par les élites politiques, mais aussi par les universitaires. Moi, j'ai des universitaires qui ont peur des quartiers populaires, qui ont peur de la banlieue, qui s'imaginent que s'ils prennent le RER, ils vont se faire égorger. Voilà, donc je ne dis pas que tout se passe bien dans ces quartiers, qu'il n'y a pas des. Mais je dirais qu'il y a des formes de, ce que disait Éric Morin, qui est un des rares sociologues à avoir emparé le terme de séparatisme dans un livre où il parle de séparatisme, mais il disait il y a un séparatisme aussi bourgeois, il y a un séparatisme de classe supérieure, qui fait que des classes supérieures qui ne traversent jamais le périphérique, qui ne vont jamais dans les quartiers populaires, et lorsqu'ils y vont, ils voient un voile, et ils concluent que finalement, il y a une invasion de voiles dans les quartiers populaires. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, plus vous vous séparez de réalités sociales ordinaires, plus vous tombez dans la facilité à céder à des métadiscours et à des clichés et à des préjugés. Et c'est ce qui se passe en France. Je pense qu'une partie entre guillemets, de nos élites politiques, pas toutes, heureusement,
ont perdu toute lucidité quant à ce qu'est aujourd'hui la société française. Alors, une question de Samira Benzen El Arab. L'inquiétude des croyants de différentes religions d'un contrôle de l'État sur le contenu de la croyance est-elle justifiée? Alors déjà, il faut casser deux idées. L'idée qu'il y a une séparation totale en France. On est dans un État laïque, c'est vrai, avec une loi, mais pas une loi, des tas de lois relatives à la laïcité, et qui fait qu'il y a une séparation entre les cultes et l'État. Mais ça ne veut pas dire, par ailleurs, et je reviens au deuxième cliché, qu'il n'y ait pas de relation. Donc c'est vrai qu'il y a des relations. Les personnages de l'État, les représentants de l'État, que ce soit à l'échelon national, dans les formes déconcentrées, par exemple, de l'administration telles que les préfets, ou même dans les formes décentralisées, pour parler des collectivités locales, ont des relations. Ne serait-ce qu'il y a les vœux du maire, les vœux du président de la République, ne serait-ce qu'il y a aussi, les politiques ont des contacts avec les responsables religieux, hein, le consistoire juif, avec bien sûr la conférence des évêques, avec la fédération protestante, et tout ça participe la France n'est pas un État de séparation stricte, hein, il faut faire attention, d'ailleurs beaucoup de gens se trompent sur ça. Bon. En revanche, il est clair que pour ce que j'appellerais les formes de gouvernance interne aux espaces religieux, là, il n'y a pas forcément une séparation, mais il y a un devoir de neutralité de l'État et un devoir de non-intervention. Ce n'est pas à l'État de nommer les prêtres ou les évêques, ce n'est pas à l'État de nommer les grands rabbins, ce qui n'empêche pas, par exemple, le grand rabbin, après son élection ou sa nomination, de rendre visite au président de la République. Ça fait partie des rituels républicains. Ça n'empêche pas d'ailleurs aussi des synagogues, par exemple, ou les mosquées de faire des prières pour la France. Je tiens à signaler qu'il y a un vieux rituel qui existe dans les églises françaises, dans les temples protestants et dans les synagogues, c'est la prière pour la France et pour la République, qui est d'ailleurs de plus en plus adoptée dans les mosquées, puisque maintenant, il y a des prières pour la protection du peuple français, etc. Bon, je ne sais pas si ça s'est beaucoup généralisé, mais en tout cas, ça s'est développé. En revanche, l'État, et ça devient… Alors là, par contre, on tombe dans une autre conception de la laïcité, qui serait ce que j'appelle une conception de la laïcité interventionnisme, à partir du moment où vous nommez les conseils d'administration, ou du moins vous les inspirez, vous faites signer des chartes, vous allez jusqu'à définir ce qu'est la figure du bon imam, ou les critères d'éligibilité ou de nomination pour être un imam. Là, effectivement, on tombe dans ce que j'appelle, moi, une laïcité interventionniste, à relents très souvent sécuritaire, et qui fait que là, effectivement, un certain nombre de spécialistes de la question de la laïcité, comme Jean Bobéro ou aussi Franck Frégosi, s'interrogent. Est-ce qu'on est, à force finalement d'être dans un interventionnisme à tout va concernant les questions d'islam, est-ce qu'on n'est pas en train de créer une exception musulmane à la laïcité, qui ne vient pas des musulmans, mais plutôt de l'État? Et est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver à un nouveau stade de la laïcité française, qu'il qualifie à la fois d'identitaire et de sécuritaire, c'est-à-dire sécuritaire parce qu'elle est motivée par des volontés de contrôle, et identitaire parce qu'elle impose des visions normatives à ce que doit être le bon islam. C'est-à-dire, voilà, ça c'est le bon, ça c'est le mauvais, ça c'est le bon, ça c'est le mauvais, ça c'est le bon imam, ça c'est le mauvais imam, ça c'est la bonne association, c'est l'association. Et de ce point de vue-là, oui, et c'est pas moi qui le dis, ce sont effectivement des gens qui travaillent sur ces questions-là, on va dire des sociologues du fait religieux ou des sociologues du fait laïque et de la laïcité, ou des historiens de la laïcité, qui se posent de vraies questions. Est-ce qu'aujourd'hui, le traitement de l'islam n'est pas en train de faire transformer d'abord le rapport de l'État à l'islam, mais de manière plus générale, le rapport de l'État aux religions. Et je tiens à vous dire deux choses. Les deux, on va dire, entités, associatives, fédératives ou institutions, qui ont mené les critiques les plus dures sur la loi de défense des principes de la République ou du respect des principes de la République, la loi séparatisme, c'est la Conférence des évêques de France et la Fédération protestante, qui ont clairement dit, attention, non seulement vous faites n'importe quoi, entre guillemets, avec les musulmans, mais finalement, vous faites aussi n'importe quoi avec tout le monde. C'est-à-dire que les autorisations préalables pour les associations, le contrôle les contrôles renforcés sur certains types de scolarisation dites libres, etc., font qu'à un moment donné, à force de toucher l'islam, vous allez finir par toucher tout le monde. C'est un peu l'analyse
je ne la trahis pas, mais je la simplifie, je la résume. C'est un peu l'analyse de la Fédération protestante de France, mais aussi de la Conférence des évêques, qui pensent qu'aujourd'hui, finalement, eux-mêmes peuvent être menacés par une conception, et plus qu'une conception, une forme de gouvernementalité de la laïcité française qui passe d'une neutralité à une gestion interventionniste, identitaire et sécuritaire. Alors, une question, si spectateur anonyme. Xavier Roffet et Alexis Desprez évoquaient à la revue Conflit la manière dont les mafias et les djihadistes s'associent notamment à travers les réseaux de passeurs qui enrichissent à la fois les réseaux mafieux et les réseaux terroristes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce problème? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste, hein, je suis comme vous, hein, je lis. Et puis, je lis, et puis effectivement, j'ai beaucoup d'amis, notamment de jeunes chercheurs, enseignants-chercheurs qui sont en poste, qui travaillent sur ces questions-là. Et on peut passer des fois 1 heure et demie à discuter ensemble. En ce moment, c'est plus par téléphone ou par Skype. En tout cas, déjà, on est plus, ce que je dis tout à l'heure, dans des trajectoires de radicalisation en général, hein, pas forcément d'actes terroristes, qui sont plus de personnes internes à la France, hein, des gens qui vivent en France, hein, quels qu'ils soient étrangers ou français d'ailleurs. Donc déjà, et pour ce qui serait effectivement des filières terroristes, etc., qui seraient alimentées par des phénomènes migratoires, moi, en tout cas, c'est assez minoritaire. Par contre, ce qui est sûr, mais ça, il faut pouvoir l'objectiver par des observations et par des résultats de ces observations. C'est que probablement qu'une partie de l'argent de la contrebande, etc., alimente des réseaux terroristes ou des groupes terroristes. Ça, je crois que c'est un fait qui n'est pas simplement propre au terrorisme djihadiste. Vous savez, moi, je me suis beaucoup intéressé au-delà de mes études, mais on a aussi des intérêts de lecture, par exemple, au phénomène des terroristes basques en Espagne, sous Franco et après Franco, et d'ailleurs surtout après Franco. Il est clair qu'à un moment donné, un certain nombre de mouvements terroristes, pour se financer, pouvaient développer des actions qu'on pourrait dire de type illicite, illégal, de trafic, etc. etc. Certains groupes djihadistes doivent aussi avoir recourir à des réseaux mafieux de blanchiment de drogue et d'argent. Bon, ça, c'est des choses qui sont, je dirais, objectivées par des recherches sérieuses, mais souvent, je me méfie un peu des expertises sans distance de temps, parce que c'est des choses très dures à objectiver, puisque par définition, c'est des réseaux d'argent sale, des régions de blanchiment qui travaillent dans l'ombre, et pour objectiver des liens entre la mafia et tel groupe terroriste ou certaines formes de banditisme international et tel groupe terroriste, il faut souvent plusieurs années d'enquête policière pour ce qui est des logiques sécuritaires, et plusieurs encore années d'enquête sociologique, voire même d'historiens, pour avoir accès aux documents. Donc je vous répondrai non pas en évacuant la question, mais pour vous dire oui, probablement, c'est une hypothèse plausible que de l'argent sale ou du blanchiment d'argent nourrissent les réseaux terroristes, mais ce n'est pas forcément les réseaux migratoires. Et je ne pense pas d'ailleurs. On voit bien que le terroriste tunisien qui est rentré sur le territoire français pour commettre cet horrible meurtre de l'église Notre-Dame de Nice, de la basilique pardon Notre-Dame de Nice, n'était pas du tout rentré par un réseau mafieux, etc. Il avait tout simplement migré comme beaucoup de gens par des voies illégales et était rentré de manière très ordinaire sur le territoire français. Et ce n'est pas quelqu'un qui était venu avec les mafias internationales liées à la drogue, etc. Donc voilà, donc là on a un contre-exemple. Voilà. Malheureusement, il est rentré de toute façon simplement. Et voilà, je ne suis pas en train d'alimenter ceux qui disent qu'il faut totalement fermer les frontières, mais pour vous dire qu'il ne faut pas fabriquer un scénario extraordinaire pour comprendre comment il est arrivé à Nice et comment il a commis cet acte horrible. Question de Stéphanie Nassif. Mm. Comment le sociologue peut-il intervenir directement dans le débat public pour faire valoir son point de vue et intervenir activement dans le débat réservé actuellement aux politiques? La question de Alors, l'intellectuel se pose de façon plus en plus pressante. alors c'est un gros problème, ça, si vous voulez, que vous posez. Alors, oui, les sociologues interviennent. Bon, ils interviennent, on ne les voit pas toujours. On ne peut pas accuser la presse de ne pas aller. Vous savez, la presse, ce n'est pas un monde monolithique. Hein, et Salam connaît beaucoup le monde de la presse. Et Salam a eu beaucoup d'amis journalistes, il a eu beaucoup de. Et il sait très bien que, de ce point de vue-là, il est souvent contacté lui-même. Je l'ai vu encore récemment sur LCI. Bon, donc,
on ne peut pas se plaindre. Bon, après, tous nos sujets de recherche et tous les chercheurs n'ont pas envie de forcément passer à la télé, mais je pense qu'il ne faut pas confondre deux choses. Il y a le temps de la recherche qui est un temps très long. C'est un temps très long, c'est un temps qui nécessite énormément parce qu'il faut faire des… On n'est pas des professeurs Raoult hein, de la recherche. Hein, c'est un mec très sérieux qui a fait des choses extraordinaires, mais on serait incapable de faire un traitement en 1 ou 2 mois et surtout de publier en disant que notre traitement est efficace. D'abord, on n'a pas de traitement à proposer et deuxièmement, on a même le diagnostic qui peut être le prélude du traitement, c'est quelque chose qui est très très long parce qu'il faut observer, il faut pouvoir avoir, si vous voulez travailler sur le terrorisme, avoir accès ne serait-ce qu'aux trajectoires, aux fiches, toutes les fiches émanant de services sécuritaires, même si on y avait accès, elles ne sont pas forcément toujours très précises. Bon, tout ça fait que déjà. Ensuite, l'accès. Vous posez un autre problème, il y a 2 choses. Il y a d'abord un problème genre de réseau. Je pense qu'effectivement, l'université française et la recherche française sont encore assez peu formatées au passage dans les médias. Hein, ça, c'est vrai. Donc, ce n'est pas une critique que je fais, mais je dirais qu'on nous dit qu'il faut valoriser, valoriser, valorisation, valorisation. Mais finalement, les gens qui passent dans les médias sont extrêmement minoritaires. Deuxièmement, je dis 2, mais il y en a 3, il y a des réseaux d'affinité très intéressant à étudier sociologiquement entre les journalistes et les chercheurs, ce qui fait que souvent ce que font les journalistes pour avoir connu ça dans un passé récent, ils vont voir les mêmes chercheurs, non pas parce que c'est des chercheurs forcément très en vue des politiques, mais parce que tout simplement ils les connaissent, ils savent qu'ils vont bien répondre, qu'ils vont bien parler, qu'ils vont faire des analyses assez rapides. Et puis troisièmement, et ça c'est un problème, peut-être c'est celui-là que vous soulevez, il y a ce que j'appelle des paroles qui sont considérées comme très légitimes à un moment donné, d'autres plus illégitimes, et qu'à ce niveau-là aujourd'hui, il est clair que les chercheurs sérieux qui travaillent sur le terrain ont perdu en partie la bataille face à des chercheurs peu sérieux qui nous font des diagnostics, qui se nourrissent directement des attentats. Et moi, je tiens à dire une chose, et quitte à me faire critiquer, je trouve immonde, immoral, de jouir des attentats pour passer sur les plateaux de télévision. Ça, je tiens à dire que pour moi, un attentat, je le paye personnellement. Pour moi, c'est un acte horrible, que ce soit la rédaction de Charlie Hebdo, que ce soit Samuel Paty. Et je ne me jouis pas en disant, tiens, demain, grâce à ça, je vais pouvoir passer à la télévision, faire peur aux Français en parlant de séparatisme, faire peur aux Français en disant que dans les mosquées, il y a des apprentis terroristes. Non. Moi, je trouve que on enterre doublement les victimes. On les enterre parce qu'ils meurent par les terroristes et on les enterre parce qu'on utilise leur mort pour pouvoir tenir un discours qui va encore pénaliser d'autres Français. Hein. Et de ce point de vue-là, je vous dis très sincèrement, on est beaucoup à avoir travaillé sur ces questions d'islam, moi peut-être en partie, mais pas tellement par rapport à d'autres. Hein. Mais je connais beaucoup de jeunes chercheurs qui ont de l'éthique. Ils passent sur les plateaux, ils font des plateaux de télévision, mais ils ne sont pas prêts de dire n'importe quoi. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une attente. Il y a une attente de certaines chaînes, pas forcément des journalistes d'ailleurs, mais de certaines chaînes, de certaines rédactions, qui fait que pour vendre des livres, pour vendre du discours, il faut effectivement dire oui, vous savez, dans la mosquée d'à côté, ils préparent des djihadistes. Ah, vous savez, aujourd'hui, c'est parce que les imams parlent avec un accent qu'ils alimentent le djihadisme. Ah, vous savez, bon, ben voilà, ce discours, ça marche, ça fait vendre des livres, ça fait passer à l'antenne. Mais là où je suis rassuré, et je peux vous le dire, je suis quand même, qu'on va dire, le optimisme, à la fois pessimiste et optimiste en même temps, le peptimisme, je suis rassuré parce que je connais beaucoup de jeunes chercheurs qui pourraient passer tous les jours sur les plateaux de télévision, qui pourraient vendre des centaines de milliers de livres, etc., et qui ne veulent pas parce qu'ils ont une certaine déontologie, une certaine éthique. Voilà. Ils travaillent sur ces sujets-là. Parfois, ils vont un peu vite, de mon point de vue, mais ils ne sont pas malhonnêtes. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un choix qui est fait par un certain nombre de nos collègues, qui finissent par croire à ce qu'ils font d'ailleurs, et je crois que ce choix, il est dommageable. C'est-à-dire que nous faire croire qu'aujourd'hui, parce que vous êtes président d'association musulmane et conseiller municipal, que vous faites l'entrisme islamique dans un conseil municipal, non. Vous êtes un citoyen français qui est président d'une association musulmane, qui s'intéresse à la politique locale, exactement comme vous êtes président d'un club de foot, que vous êtes élu municipal. La multipositionnalité des élites locales, elle n'est pas propre aux musulmans, elle est propre à toutes les élites locale, vous êtes président d'une association diocésaine liée à l'Église, vous êtes président du club de foot, et voilà. Et en même temps, vous pouvez être aussi animé des cafés philo, etc. Et ça, c'est la réalité de la société française. Sauf que quand c'est les musulmans qui le font, entrisme, tiens, celui-là, il est élu, oulala, il va islamiser le conseil municipal. Ah, il est rentré au Parti républicain. Ah, ça veut dire il utilise le Parti républicain pour faire carrière. Ah, il est rentré. Bon. Et c'est là où moi, je ne suis pas prêt à travestir mes données, à tordre mes données,
sociologique pour dire n'importe quoi. Tant pis, je me ferai traiter par Caroline Fourès d'islamo-gauchiste, mais je préfère être islamo-honnête ou chercheur honnête et respecter de la déontologie. Peut-être que c'est un combat un peu d'arrière-garde, mais voilà. Moi, je pense que la déontologie, c'est quelque chose d'important et il faut rappeler aux jeunes chercheurs que même pour réussir, il ne faut pas faire n'importe quoi. Très bien. J'espère qu'ils l'ont bien entendu. Pourquoi le problème de terrorisme en France plus qu'à d'autres pays européens? Alors, c'est une question à la François Burgal. Hein. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a posée, mais Non, c'est une question où on n'est pas d'accord. Alors voilà, c'est là où on n'est pas d'accord avec François Burgal. Alors si c'est lui qui l'a posé, ou non, si c'est un burgatiste, ou si c'est quelqu'un qui pose la question de manière très neutre, ou peut-être. Moi, je suis assez peu convaincu que c'est la politique française qui alimente directement le terrorisme. Alors attends, je m'explique, monsieur ou madame, je ne sais pas. madame. On peut dire que la France, par exemple, effectivement, elle a une politique au Mali, elle a une politique dans le Sahel, elle a aujourd'hui toutes ces thématiques autour de l'islam et que du coup, elle est punie. Bon. Bon. Moi, je ne crois pas au lien causal. Déjà, même si on l'analyse en termes de temporalité, c'est pas évident. La France a parfois pris des positions plutôt ouvertes. Elle a été frappée par les attentats et à l'inverse, quand elle a été parfois très dure sur ces questions-là, avec, disons-le, des vagues un peu islamophobes, il n'y a pas eu d'attentats. Donc, il n'y a pas de, il y a, en termes de temporalité entre action terroriste et politique française, que ce soit la politique étrangère, la politique sécuritaire ou ce que j'appellerais la politique symbolique autour de la laïcité, c'est pas évident. Deuxième type de réponse, et là, Salam sera meilleur que moi. Moi, vous savez, j'ai un autre terrain d'études qui a été longtemps mon terrain d'études. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont beaucoup plus performants que moi et je suis très heureux qu'il y ait une jeune recherche française et internationale, la Tunisie. La Tunisie a connu des attentats sanglants avec des gouvernements islamistes. Alors certains disaient que c'était eux qui les faisaient, bon, ce n'était pas le cas, puisque les pauvres gouvernements, entre guillemets, hein, ils étaient aussi victimes des attentats. Ça le décrédibilisait aux yeux de l'opinion publique tunisienne. La Tunisie démocratique a été frappée, alors qu'on aurait pu dire, justement, voilà, on n'est plus sous la dictature de Ben Ali, au moins les groupes extrémistes pourraient faire une trêve à l'égard de... Donc, et la Tunisie n'a pas d'avion, n'a pas de politique impérialiste, ni au Sahel, ni en Syrie, ni nulle part. Elle est frappée par le terrorisme. Puis actuellement, regardez, vous avez un pays comme la Russie, dont l'aviation quotidiennement bombarde la Syrie, tue. La Russie, la Syrie, c'est le Vietnam des Russes. Hein. Il ne faut pas rêver. Hein. Je dirais que, le bilan de la Russie en Syrie, c'est une catastrophe. Je veux dire que et j'ai même appris qu'il y avait des dissensions avec l'Iran sur ces questions-là, pour vous dire. Donc, ça veut dire que la Russie, cyniquement, a organisé des bombardements utilisant toutes sortes d'armes sans aucune condamnation internationale. Bon. Même l'Iran, parfois, n'est pas allé jusqu'à là. Bon. La Russie a été assez peu frappée récemment par le terrorisme. Je veux dire que si les djihadistes étaient cohérents, ils frapperaient, excusez-moi de le dire, au cœur de Moscou. Ils ne frapperaient pas au cœur de Paris. Hein. Alors, surtout, je ne souhaite pas qu'il y ait des attentats en Russie et je pense que ça serait les peuples russes qui seraient victimes et on ne peut pas souhaiter ça. Mais tout simplement pour vous dire que il y a deux choses sur lesquelles je suis sceptique. C'est l'idée que c'est les pauvres banlieues, elles sont maltraitées, il y a d'islamophobie, donc elles deviennent terroristes. J'y crois pas. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est enragé contre la politique française et ses lois un peu identitaires, finalement, les gens sont enragés. Mais allez, au pire, ils brûlent des voitures, mais ils ne brûlent pas les gens. Donc, et la deuxième causalité que je remettrai en cause, c'est la politique étrangère de la France. Oui, peut-être que les groupes terroristes à l'échelle de la décision frappent la France. Oui, c'est possible. Mais en tout cas, les itinéraires terroristes eux-mêmes ne sont pas forcément conditionnés par la politique française. Alors, bien sûr qu'il y a quelque chose qui relève du vécu de l'islamophobie. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui relève de la représentation que les gens ne sont pas à l'aise dans cette société, qui pensent que la France agit mal du point de vue de leur religion, qu'on atteint le propre. Oui, il y a des choses qui peuvent jouer sur ça. Mais ça peut se jouer sur des extrêmement courts. Et les gens qui sont les plus mûrs sur le plan religieux, qui sont blessés symboliquement par ce qu'ils entendent aujourd'hui dans tous ces débats, c'est des gens qui deviendront paradoxalement pas du tout terroristes. Et à l'inverse, des gens qui ne sont pas tellement affectés peuvent le devenir très rapidement. Donc oui, les variables politiques de la politique étrangère
peuvent être prises en compte. Oui, les variables de politique interne et tous les débats délirants, émotionnels sur la laïcité peuvent être pris en compte. Mais je tiens à le dire précisément, il n'y a pas de relation mécanique, de relation directe entre le terrorisme actuel. Et je dirais que si aujourd'hui la carte terroriste était logique, ça serait les pays qui directement sont les plus, notamment la Russie, excusez-moi, mais ou certains pays qui carrément aujourd'hui tuent et voilà, et s'en prennent directement aux groupes djihadistes ou malheureusement pas seulement aux groupes djihadistes, aux populations civiles totalement innocentes qui n'ont rien à voir avec le djihadisme. Bon, donc voilà, donc je dirais attention, oui, peut-être que la politique étrangère française, que la politique de la France au Sahel est un facteur explicatif, mais ça reste un facteur parmi d'autres, et en tout cas qui ne permet pas de comprendre comment les personnes passent tout simplement de l'action pacifique à l'action terroriste. Donc il faut faire très attention, les discours qui ont l'air très cohérents en termes de causalité ne sont pas forcément objectivables sur le plan sociologique, en tout cas on n'a pas les outils aujourd'hui pour l'objectiver. Je ne sais pas si j'ai été clair. Très clair, merci beaucoup. Mm. Alors, une question de Nour Lamrani, Mm. Facebook. Elle demande, peut-on établir un lien entre la criminalisation des migrants et celle de certains pays, notamment la Turquie, et la description des printemps arabes comme des mouvements islamistes manipulés? Alors la Turquie a deux choses. Pour vous répondre, je pense que le gros problème qu'on a sur la Turquie, c'est que avant ce que j'appellerais, bon, moi je pense qu'il y a une dérive autoritaire en Turquie. Hein, ça, je m'excuse si certains peuvent être choqués, mais je suis très en contact avec des universitaires turcs qui étaient des François Burga et des Vincent Gesser en Turquie. Hein. Donc c'était des gens qui étaient accusés de vouloir un dialogue avec beaucoup, notamment avec des gens qui pouvaient être des islamistes réformistes, ou pas vouloir un dialogue, parce que moi je ne vais pas vouloir, mais de l'objectiver dans leur recherche. Aujourd'hui, ils sont quand même inquiétés. Hein, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en Turquie, bon, donc du coup, je pense qu'en Turquie, en revanche, c'est là où il faut être très prudent, et c'est que la Turquie, elle a été criminalisée avant ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire combien de gens, dès qu'Erdogan est devenu Premier ministre, ont dit que c'était une dictature islamique, que les islamistes allaient mettre tout le monde en prison, tous les laïcs en prison. Bon, ce que beaucoup de mes amis turcs universitaires ont démenti à l'époque. Hein. Quand je dis que c'est de l'humour, quand je dis que c'était des François Burga et des Vincent Gesser turcs, c'est-à-dire que c'était des gens qui n'étaient pas pro-islamistes, qui étaient critiques même, mais qui, du coup, quand ils entendaient les Français nous dire c'est le califat ottoman qui vient de se réinstaller en Turquie, ils étaient aujourd'hui, au contraire, toujours, ils le disent, hein, que c'est bon. Donc, du coup, la criminalisation de la Turquie, elle est aussi motivée, pas seulement parce qu'il y a un gouvernement autoritaire et d'un parti venant de l'islam politique, elle est motivée parce qu'elle a une politique de grande puissance et que c'est aussi une manière de la décrédibiliser et de décrédibiliser sa politique. Je veux dire que voilà, donc voilà, si Erdogan se pliait à la politique européenne, il redeviendrait le gentil islamiste. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc voilà, il y avait même ce discours du gentil islamiste hein, à un moment donné. Hein. Ah tiens, finalement, il est gentil. Bon, donc, et moi, ce que je pense, c'est surtout aux dynamiques de la société turque. Et ces dynamiques-là, si vous voulez, elles montrent que c'est une société extrêmement riche. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de résistance démocratique, beaucoup de débats. Il y a des élections. Bon, il y a quand même des choses qui se passent dans ce pays-là. Vous voyez, c'est pas l'Arabie Saoudite, hein, la Turquie. Hein. Excusez-moi de vous le dire, mais je ne veux pas caricaturer l'Arabie Saoudite non plus, mais la Turquie, c'est que tous ceux qui ont des contacts avec les Turcs. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste, mais j'y suis allé plusieurs fois, j'ai participé à des colloques. On parlait même du génocide arménien dans plein colloques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses dont on parlait avec des universitaires turcs dans un lieu public, vous voyez. Bon, donc je veux dire que c'est pas la caricature qu'on pourrait en avoir. Bon, ensuite, est-ce que c'est lié à l'immigration? Oui et non. Je pense que si vous voulez, Erdogan, il a été utilisé, oui, effectivement, sur les questions migratoires pour jouer le gendarme de l'Europe sur cette question-là, notamment des flux migratoires. Il l'a bien joué, et à un moment donné, il veut moins le jouer, on le récriminalise. Oui, il y a un effet de balance. Oui, pour répondre à votre question, je crois qu'il y a un effet de balance. Quand Erdogan se plie à la politique européenne, il redevient le gentil moustachu islamiste. Et quand, en revanche, il résiste un peu à la politique européenne, on accole à sa moustache une barbe, voilà, et il redevient un méchant islamiste. Voilà. Donc de ce point de vue-là, moi je suis pas du tout angélique parce que Salam le sait très bien, j'ai travaillé sur l'autoritarisme bénalien, qui n'était pas un autoritarisme à barbe d'ailleurs, et
Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des questions démocratiques qui se posent en Turquie. Je pense qu'effectivement, un certain nombre de collègues universitaires qui ont pu, par ailleurs, ne pas diaboliser Erdogan au début en pensant que, après tout, ça pouvait être une voie de démocratisation comme une autre, y compris avec un parti réformiste islamiste, aujourd'hui sont quand même un peu inquiétés dans leur, même beaucoup inquiétés dans leur fonctionnement. Donc, je pense que je regrette qu'en France, malheureusement, le débat sur la Turquie soit toujours orientaliste. Voilà. Soit c'est voilà, il y a un débat clivé et c'est des représentations très orientalistes, soit c'est le gentil islamiste, soit c'est le méchant islamiste. Non, on peut aussi analyser le gouvernement Erdogan comme un gouvernement fort, autoritaire, qui n'a rien à voir avec l'ottomanisme ou je ne sais quoi que califat ou de rêve des califats. Quand je vois des couvertures comme l'Express et le Point sur le califat islamique, et bien sûr, je pense que ça ne répond à aucune objectivité sociologique, quoi. Très bien. Une dernière question. Il y en a d'autres, mais comme il faut terminer bientôt, on prend une dernière question. Pourquoi, selon vous, et peut-être ça sera la conclusion, qui répond complètement au débat d'aujourd'hui, pourquoi, selon vous, agit-on le spectre supposé de l'islamo-gauchisme aujourd'hui? Alors, c'est pas typiquement aujourd'hui, hein, c'est pas typiquement aujourd'hui. Alors, c'est une vraie question. Moi, il se trouve que j'en ai parlé pendant 2 heures avec un des meilleurs spécialistes de ce qu'on appelle des logiques de surveillance dans le système universitaire, qui est un jeune sociologue, qui est parmi les plus brillants sociologues français, hein. Il a beau être jeune, il est sûrement un des grands sociologues, futurs grands sociologues français. C'est assez compliqué. C'est-à-dire que ce qui est peut-être la question que vous posez, elle a une pertinence dans ce que dire pourquoi aujourd'hui l'université qui était relativement épargnée, moi je la poserai différemment pour vous répondre précisément, ou du moins pour la reformuler pour qu'elle ait un intérêt et que ma réponse a un intérêt par rapport à votre question. Pourquoi l'université qui est relativement épargnée aujourd'hui est touchée au même titre que les associations, euh, les certains nombres de personnalités publiques qui, parce qu'elles elles disent pas l'islam est méchant, finalement se font passer pour des islamistes. Moi, j'ai vu des gens quasiment islamophobes se faire traiter aujourd'hui d'islamo-gauchistes. Hein. Je tiens à vous le dire. Hein. Je tiens à vous dire que j'ai beaucoup de gens que j'ai connus, avec qui j'avais des relations malgré tout, me disent ah mais l'islamophobie, Vincent, t'exagères, ça n'existe pas. Bon, qui aujourd'hui sont clairement pointé pour islamo-gauchisme, beaucoup plus que moi. Vous voyez, moi, maintenant, je suis dans le peloton, hein, vous savez, comme le cyclisme. Là. Je suis plus le Bernard Hinault de l'islamophobie. Aujourd'hui, là, je suis très clairement dans le peloton. Et non pas que j'ai changé, c'est que simplement, c'est que beaucoup de collègues. Bon, alors, l'université, pourquoi elle est pointée aujourd'hui, notamment pourquoi on parle de réseau je pense qu'on est aujourd'hui dans une évolution de la démocratie française qui, sans passer dans un régime qu'on pourrait dire autoritaire et dictatorial, en revanche, accorde de plus en plus une prééminence à des logiques de type autoritaire et identitaire. Les deux marchent ensemble. C'est-à-dire que, pour reprendre une catégorie que nous avons développée avec notamment Olivier Daben, spécialiste d'Amérique latine, ou Gilles Massardier, qui est spécialiste de l'Europe, qui n'a rien à voir avec le monde arabe, hein. Mais justement, nous, ce qu'on avait montré, et Michel Camus, ce qu'on avait montré il y a quelques années, c'est que plus d'un côté distinguer dans le monde les régimes autoritaires et les régimes démocratiques, mais qu'il fallait aussi analyser l'autoritarisme comme des logiques qui pouvaient s'immiscer de manière très structurante, y compris dans les univers démocratiques, et à un moment donné, pouvant les faire basculer non pas complètement dans un régime autoritaire, mais dans des régimes très liberticides d'une certaine manière. Bon. Et aujourd'hui, finalement, on s'aperçoit que aucun secteur n'est épargné par ce type de logique autoritaire. Des manifestations de rue, des associations citoyennes, la Ligue des droits de l'homme, qui est pourtant la Ligue de Dreyfus, qui se fait traiter d'islamo-gauchiste, et puis, là où il y a encore un petit puits de résistance, d'indépendance, non pas qu'il n'y en ait pas ailleurs, mais parce qu'on a vraiment un statut indépendant. Et ça, je dois l'avouer, pour vous montrer que je reste très optimiste et je pense que les universitaires, on est encore protégés malgré tout. Et bien, cette indépendance, elle est de plus en plus mal vécue. Voilà. Elle est de plus en plus mal vécue dans une gouvernementalité qui est de plus en plus une gouvernementalité par la peur, dans une gouvernementalité de plus par l'inquiétude. C'est-à-dire qu'on joue sur les effets anxiogènes, et que quand il y a des gens qui ne disent pas le contraire, mais qui disent attention, il faut être nuancé, attention, l'islamisme radical ne vient pas forcément des mosquées, attention, le séparatisme, ça ne veut pas dire séparatisme territorial. Quand on joue notre rôle, non pas de vigilant militant, mais de vigilant parce qu'on remplit notre devoir scientifique, eh bien, quelque part, on dérange. Voilà. Et qu'aujourd'hui, on paye
notre liberté de penser, mais aussi notre liberté de parole. Même si cette parole, elle ne porte pas beaucoup parce qu'on est beaucoup moins médiatique que certains experts sécuritaires ou que certains chercheurs qui deviennent des experts sécuritaires, elle devient réprimable parce qu'elle gêne. Voilà. Aujourd'hui, moi je dis, il y a 20 ans, quand j'ai écrit La Nouvelle Islamophobie, comme je l'ai dit, je ne fétichise pas ce terme, je suis souvent même critique sur ce terme islamophobie. Je pense qu'il ne faut pas fétichiser un terme, je pense que ce n'est pas forcément le meilleur terme pour décrire ce qui se passe aujourd'hui, bon, peu importe. Aujourd'hui, il y a 20 ans, quand j'ai écrit ça, beaucoup de gens me disent, mais qu'est-ce qu'il fait là? Bon, maintenant, beaucoup de mes collègues ont tellement pris des coups et ont tellement été critiqués pour leur parole indépendante qu'ils en arrivent eux-mêmes, si vous voulez, à prendre conscience que finalement, ce n'est pas parce qu'on tenait des paroles extrêmes il y a 20 ans, mais c'est parce que tout simplement on décrivait des réalités. Et aujourd'hui, parfois, de décrire des réalités sociologiques est perçu comme un acte de rébellion. Finalement, et là, c'est là où c'est inquiétant. Comment un pouvoir démocratique qui sort des urnes, qui est élu par le suffrage universel, peut en arriver à épouser un certain nombre de registres qui me rappellent étrangement ce que j'ai vécu à l'époque de Ben Ali en Tunisie. La parole indépendante était une parole qui était vécue comme subversive. Donc moi, je ne me complais pas dans ce statut de subversif. Je n'ai pas une âme de gauchiste. D'ailleurs, j'ai plutôt même si Salam a connu mon papa qui était un colonel très de gauche, libéral, mais quand même de gauche. Malgré tout, on n'a pas une éducation gauchiste. Ben, moi, je ne me complais pas dans ce statut, mais tout simplement, je ne reviserai pas, je ne reverrai pas ma déontologie, je ne produirai pas demain une étude qui dit que Salam est un méchant islamiste ou que l'imam que j'ai croisé d'à côté prépare des gens au djihad. Je ne travestirai pas mes données sociologiques et pour faire plaisir à la fois au gouvernement et pour passer à CNews. Voilà, je préfère mourir sans être passé à CNews, je préfère mourir sans manger à l'Élysée et préfère tout simplement accomplir ma vocation, qui est ma vocation de chercheur. Quelle belle conclusion, cher ami. Merci beaucoup pour ce que tu as dit. C'est plein Bien, de... c'est moi qui vous remercie. Et il faut qu'on développe ça plus fréquemment. On a des rendez-vous. J'espère que tu seras disponible. Oui, bien sûr, et j'espère qu'on se verra directement dans les locaux du CAREP. Ah oui, ça, Et, avec hein, grand plaisir. et voilà, donc voilà. Mais soyez rassurés et je pense que il faut pas perdre, il faut pas être, vous savez, je cite toujours cette phrase, je crois que c'est un ancien président de la République tunisienne qui reprenait aussi cet auteur, euh, qui était Émile Habibi, je crois, Habibi, donc qui était le fameux palestinien d'Israël, ou bon, ce qu'on appelle parfois arabe d'Israël, et un président de la République tunisienne reprenait beaucoup ce concept de peptimisme. De peptimisme. C'est quoi le peptimisme? Voilà. Voilà, exactement, exactement. Et ce pessimisme, c'est quoi? C'est avoir des analyses réalistes qui nous poussent à qui sont parfois très pessimistes, comme celle que je vous ai un peu tenue aujourd'hui, mais c'est pour construire l'avenir de manière optimiste. Il faut être réaliste. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, on sent que le débat il est dur, que certains chercheurs vont avoir des sanctions, que ça va être dur. Ça va être dur. Hein. Les prochains mois vont être durs pour la parole indépendante et pour la parole un peu objective sociologiquement. On va en prendre plein la gueule. Mais de ce pessimiste, il faut dire, bon, on sortira la tête haute. Et voilà, c'est pour ça qu'on sortira la tête haute et on participera quelque part, on se dira dans 20 ans, heureusement qu'on n'est pas tombé dans ces analyses qui, pour moi, n'honorent pas certains de nos collègues qui disent vraiment n'importe quoi. Donc, soyez pessimisme, c'est-à-dire soyez pessimiste, c'est-à-dire finalement d'un diagnostic très réaliste sur notre société qui ne pousse pas à l'optimisme, pour finalement construire une société et voir l'avenir de manière très optimiste. C'est ça que je dirais. Vive le pessimisme. Vive le Je le pessimisme. dis souvent, mais j'aime bien reprendre cette formule. Voilà. Vincent, et je t'invite ainsi que notre cher public à nous suivre exceptionnellement la semaine prochaine, un jeudi, le 4 mars. On va avoir un webinaire avec Myriam Saadé sur le thème pouvoir, territoire et eau au Moyen-Orient. Merci Salam, Salam Kaklibi, et ça m'a évoqué beaucoup de souvenirs de te revoir, Alep, ta famille, tes parents, et à l'époque, je tiens à dire que ton horizon, il était en Syrie, que tu te projetais dans ce pays-là, et même si tu avais vécu en France, aujourd'hui tu es parmi nous, c'est un apport considérable parmi nous, et j'espère que très prochainement, tu pourras rentrer dans ton pays et faire participer ton pays aux belles choses que tu fais chez nous. Voilà. Merci beaucoup, Vincent. Voilà. Et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci Salam.